Bonsoir à tous, bienvenue dans le 23h, les dominantes de l'actualité. C'est mercredi aujourd'hui, il y a eu Conseil des ministres au palais présidentiel du plateau à Abidjan. Plus de 34 projets de décret au menu, parmi lesquels celui relatif à l'obligation d'assurance pour tout constructeur et un autre portant redéfinition des limites de 8 forêts classées. C'est bientôt l'investiture du président Alassane Ouattara, vainqueur de la présidentielle d'octobre dernier. Jusqu'au 8 décembre, nous vous proposons, au jour de l'événement, nous vous proposons des sujets qui nous plongent au cœur du regard de l'homme et des projections pour 2025-2030. Dans cette édition, il sera question de vous entraîner au cœur de son programme pour un capital humain de qualité. Et puis en République démocratique du Congo, les combats se poursuivent au Sud Kivu avant la rencontre entre les présidents congolais et rwandais à Washington pour un accord de paix en présence de Donald Trump. Les affrontements impliquent l'AFC M23, l'armée congolaise, des groupes Wazalendo et selon les contextes locaux des forces burundaises. Voilà pour le sommaire, bienvenue. Il y a eu Conseil des ministres ce mercredi 3 décembre 2025 au palais présidentiel du plateau à Abidjan. Au nombre des dossiers sur la table, des mesures générales, dont 34 des décrets. Les détails avec Fatou Fofana, Lamine Dramé et Célestin Frodo. De 11h à 14h13 s'est tenu ce mercredi 3 décembre le Conseil des ministres hebdomadaire. Présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, il a permis d'examiner 42 points, dont 36 mesures générales, avec 4 projets de loi et d'ordonnances et 34 projets de décret. A été ratifié un accord de prêt sur un montant de 35 milliards de francs CFA entre la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, et la Côte d'Ivoire. Cette enveloppe est allouée au financement partiel du projet de construction de 4 300 logements sociaux et économiques à Abidjan, à Yamoussoukro et à Bouaké. Ce programme porte précisément sur la construction de 2 360 logements à Abidjan PK24, de 420 logements à Yamoussoukro et de 1 520 logements à Bouaké en vue de fournir des logements décents aux populations à des coûts accessibles. L'accroissement des chantiers de construction apportant son lot de dégâts comme il a été constaté ces dernières années, le Conseil a adopté un projet de loi visant à compléter et à clarifier les dispositions du Code de la construction et de l'habitat. Il distingue notamment 2 types d'assurances auxquelles tout constructeur est tenu de souscrire, à savoir l'assurance tout risque chantier, préalable à l'ouverture du chantier pour couvrir les risques liés à l'exécution des travaux, et l'assurance de responsabilité civile décennale pour garantir la réparation des dommages matériels couverts sur 10 ans. Pour tout propriétaire de bâtiment, il prévoit l'assurance de garantie responsabilité civile couvrant obligatoirement les dommages corporels et matériels causés aux tiers en cas de ruine du bâtiment résultant d'un défaut de construction ou d'un défaut d'entretien. Le gouvernement ivoirien nourrit l'ambition de faire de la Côte d'Ivoire le leader sous-régional en matière d'industrie des matériaux de construction, d'ameublement et d'équipement. Il a donc été décidé de la mise en place d'une politique nationale pour le développement de ce secteur. Elle s'articule autour de la consolidation de la gouvernance et de la réglementation du secteur, de l'intensification de la recherche, développement et de l'innovation, du renforcement de la compétitivité des acteurs locaux et de la croissance du marché local. De façon opérationnelle, la mise en œuvre de la stratégie inclura le développement de zones industrielles intégrées, de pôles de production, de technopoles et de zones industrielles spécialisées afin d'attirer les investissements, de stimuler l'industrialisation et de promouvoir les champions nationaux. La préservation de l'environnement reste aussi une priorité pour la Côte d'Ivoire, qui a vu une grande partie de son couvert forestier détruit.
En vue de garantir une gestion durable des ressources naturelles, le Conseil des ministres de ce jour a planché sur la redéfinition des limites de 8 forêts classées sur la soixantaine que compte le pays. À savoir la forêt classée de Koba, la forêt classée de l'Aleraba, la forêt classée de Loga, la forêt classée de Lokbo, la forêt classée de Nyarafolo, la forêt classée de Warigué, la forêt classée Palaka, la forêt classée du Nzi supérieur. L'expansion des activités humaines exerce une forte pression sur les différentes forêts classées à la base de litiges et de conflits communautaires. Ces décrets redéfinissent les limites des 8 forêts classées submentionnées pour répondre aux besoins anthropiques et vider les litiges fonciers tout en tenant compte des enjeux environnementaux et de la conservation de la biodiversité. Autant de mesures qui, selon le gouvernement, dont la politique reste axée sur le social, devraient améliorer le quotidien des Ivoiriens dans les mois à venir. Les forces armées de Côte d'Ivoire FACI viennent de rendre hommage au général de division Issouf Koné. À la retraite et âgé de 90 ans, il a été rappelé à Dieu le 25 novembre 2025 au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, chef suprême des armées. Le grand chancelier de Côte d'Ivoire, le grand chancelier de l'Ordre national Ali Coulibaly a remis le drapeau national à la famille du défunt à l'issue d'une cérémonie officielle d'honneur funéraire militaire tenue au camp Gallieni, dans la commune du Plateau. Reportage Walter Amadou Ouattara, Richard Vao. Place d'armes, général de corps d'armée Ouattara Paul Thomas Daquin de l'état-major général des armées, camp Gallieni, Abidjan, commune du Plateau. Instant de recueillement et de rappel qu'un illustre serviteur de l'État s'en est allé définitivement. Cette sonnerie aux morts est un pan du programme de la cérémonie d'honneur funèbre militaire du général de division à la retraite Issouf Koné. Décédé le 25 novembre dernier, il a été admis en 1959 à l'école des officiers de Lefort-Homme en France. Premier officier à être nommé au poste d'ambassadeur en Algérie, feu le général de division Issouf Koné a été grand chancelier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire de 2000 à 2011. Le général de division Issouf Koné était un officier hors pair, entré dans l'armée française le 15 juillet 1953. Il a été transféré en 1962 par l'armée française avec le grade de lieutenant, franchi tous les rangs militaires jusqu'à celui de général de brigade en 1979. Il a occupé les fonctions d'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Canada. Le président Félix Houphouët-Boigny, qui a reconnu en lui les qualités de diplomate chevronné, mais surtout celles de militaire accompli, l'a honoré en le nommant en novembre 1983 général de division. En septembre 1988, il devient ministre de la Sécurité intérieure. Son passage à la tête de la grande chancellerie de l'Ordre national a été marqué par les valeurs traditionnelles qui ont été inculquées depuis la tendre enfance à Odjéné, à ce fils de forgeron et de cultivateur, la loyauté, le travail, le respect, la discipline et le patriotisme. En reconnaissance des loyaux services rendus à la nation ivoirienne, le drapeau national est remis à sa famille par le grand chancelier de l'Ordre national, Ali Coulibaly, représentant le président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Né le 28 mai 1935, le général à la retraite Issouf Koné était veuf et père de 4 enfants. Il sera inhumé le vendredi 5 décembre 2025 à Odjéné. Renforcer la lutte contre la fraude documentaire et sécuriser davantage les frontières ivoiriennes, c'est l'ambition affichée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Hier lundi, un lot de matériel de haute technologie a été remis au ministre Vagondo Diomandé, un don de la République tchèque destiné à la direction de la surveillance du territoire et au bureau de la fraude documentaire à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Nous Sangaré.
Au sein de l'aéroport international d'Abidjan, l'une des portes d'entrée du territoire ivoirien, les équipes spécialisées disposeront désormais de moyens supplémentaires pour prévenir l'utilisation de faux documents de voyage et anticiper les risques liés au déplacement illicite. Ces équipements, composés de systèmes de détection avancés et de matériel informatique, permettront d'améliorer l'identification de documents falsifiés à travers des contrôles plus rapides et plus fiables. Cet outil, qui est un outil de dernière génération, permet de détecter les falsifications les plus complexes dans les documents. Des documents manuscrits ou des billets de banque, grâce à une imagerie haute résolution et un système optique sophistiqué. Son intégration dans nos procédures renforcera la crédibilité de nos contrôles et notre capacité à lutter efficacement contre les réseaux criminels transnationaux. Une action qui s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités en gestion des frontières et prévention de la traite des personnes en Côte d'Ivoire, projet financé par la République tchèque. Je to technika, která je technika vybavení, která je na velmi vysoké úrovni. L'équipement de technique très avancée. Je suis ravi de le remettre et je suis persuadé que ce don va aider à améliorer le travail de vos collègues. L'équipement qui fait partie de ce programme vaut à peu près 45 millions de francs CFA. Vybavení v hodnotě téměř 45 milionů. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, au nom du gouvernement, traduit sa gratitude à la République tchèque pour l'appui multiforme apporté à la Côte d'Ivoire. Avec ces investissements, le gouvernement réaffirme sa volonté d'assurer la sécurité des frontières et de protéger les citoyens contre les menaces criminelles liées à la falsification des documents. Je vous propose cette nouvelle rubrique dans ce journal qui est relative à la vision du président Alassane Ouattara pour les 5 prochaines années. Alassane Ouattara, vainqueur de la présidentielle d'octobre, sera investi président de la République de Côte d'Ivoire. Tout le long de cette semaine, nous vous proposons de découvrir et comprendre sa vision pour le quinquennat 2025-2030, celle de bâtir une grande Côte d'Ivoire stable, ambitieuse et solidaire, un programme qui s'appuie avant tout sur un capital humain de qualité, première richesse du pays. L'on vous présente cette vision par le canal d'Alexis Ouedraogo. Depuis 2011, la Côte d'Ivoire déploie d'importants efforts pour bâtir un capital humain de qualité. D'Abidjan à Korogo en passant par Dalo à Bouaké ou encore Bouna, une révolution silencieuse est engagée. Pour beaucoup, l'école était encore un privilège. Mais avec la construction de salles de classe, la gratuité des kits scolaires, l'ouverture de cantines, les choses ont changé. Les enfants de maintenant, là, ils ont la chance par rapport à nous avant. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles. Avant, tu marchais des kilomètres avant de trouver une école. Mais aujourd'hui, 100 mètres à 200 mètres, il y a une école. Sur toute l'étendue du territoire, on va voir plusieurs écoles inclusives, qu'ils soient malvoyants ou non-voyants. Les parents, avant, cachaient ces enfants dans les endroits, dans les maisons. Aujourd'hui, ils les font sortir. L'équité, l'inclusion et l'égalité des chances doivent se retrouver sur l'ensemble du territoire, même dans les plus petits hameaux. Nous sommes orientés vers la qualité. Qualité des investissements en infrastructure, qualité des investissements en ressources humaines, qualité de la formation pour les enseignants, qualité de l'apprentissage pour les enfants. On ne doit pas distinguer un enfant du milieu urbain d'un enfant du milieu rural. Des mesures fortes accompagnent ces investissements. École obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, scolarisation de la jeune fille prioritaire. Si en 2011, seules 7 filles sur 100 parvenaient au baccalauréat, aujourd'hui elles sont 47 sur 100 à y accéder. En chiffres, avant 2011, au primaire public, le nombre total de salles de classe était de 55 980. De 2011 à 2024, le gouvernement en a construit 39 448 pour porter le nombre total à 95 428. Sur cette période, 608 collèges et lycées publics ont vu le jour, avec eux 241 collèges de proximité pour rapprocher l'école des enfants.
Mieux, pour aiguiser les meilleurs, les lycées d'excellence se multiplient. Le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Garamba-Sam a été créé avec la vision de ce que c'est un lycée d'excellence. Nous leur présentons la rigueur. Aujourd'hui, il y a une concurrence, celle qui ne dit pas son nom entre les établissements de façon générale, mais surtout au niveau des établissements d'excellence. Une telle émulation qui impacte l'enseignement supérieur, principal producteur d'ingénieurs et de techniciens. Et l'État multiplie les réformes pour renforcer la qualité de la formation. Nous sommes en train de revoir totalement les curricula, les maquettes pédagogiques jusqu'au syllabi, de telle sorte que pour chaque filière, on sache exactement quels sont les cours à donner, quels sont les chapitres à enseigner aux étudiants pour qu'à la sortie, ils aient un profil de compétences qui soit en corrélation avec ce qui est recherché sur le marché de l'emploi. Nous sommes de plein pied dans le paradigme adéquation formation-emploi, au double niveau qualitatif et quantitatif d'ailleurs. Le programme de décentralisation des universités devrait voir d'ici 2030 la construction de pôles d'enseignement supérieur spécialisés, une dizaine d'universités régionales adaptées à chaque région. Dans cette dynamique, l'enseignement technique et la formation professionnelle se positionnent comme pourvoyeurs d'emplois pour les jeunes et main-d'œuvre de qualité pour le secteur privé. Le président de la République a donné des instructions, a donné les moyens, et avec l'appui du gouvernement, vous allez voir que depuis un moment, il y a la réhabilitation des établissements, il y a aussi la construction de nouveaux établissements avec des équipements de dernière génération. Quand je parle d'enseignement technique, je parle aujourd'hui de la mécanique, je parle de l'électronique. Si vous associez les deux, ce qui a fait aujourd'hui bondir les pays asiatiques dans le développement, c'est la mécatronique, c'est l'intelligence artificielle quand on associe tout ça avec l'informatique. Donc l'idée, c'est d'être à la pointe de la technologie. Et en chemin, le chef de l'État ne veut qu'aucun ne reste à la traîne. Pour eux, s'ouvre l'école de la seconde chance. Qu'il n'y ait plus de jeunes dans la rue. Que notre système éducatif et nos systèmes de formation fassent en sorte qu'on puisse les sortir tous progressivement de la rue et qu'on les forme au métier. De l'éducation nationale à l'enseignement supérieur, en passant par l'enseignement technique et professionnel, l'État est engagé à la construction d'un capital humain de qualité. Reste aux plus jeunes à en saisir toutes les opportunités pour une grande Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, il y a 2 ans, précisément le 1er mai 2023, dans notre édition du 20h, nous vous avons présenté l'histoire d'Abou, le bénévole de la route. Cet homme à mobilité réduite qui bouchait les nids de poules sur les principales artères dans l'ouest du pays pour assurer le bien-être des usagers. Eh bien, son don de soi et sa bravoure ne sont pas passés inaperçus. Abou a pu bénéficier de l'aide du gouvernement à l'occasion de la Journée internationale des personnes en situation de handicap. Nous sommes retournés dans son village pour constater sa nouvelle vie. Reportage. Il tenait à peine debout sur une jambe. Mais malgré son handicap, Abou s'était engagé bénévolement dans la réparation des nids de poules sur le tronçon Tiegba-Laouda pour prévenir les accidents de la route. Un engagement citoyen mis en lumière au journal télévisé de RTI1 en 2023 qui a ému de nombreux Ivoiriens. Une chaîne de solidarité s'est aussitôt formée. La vie d'Abou a pris une tournure inattendue. Tiegba, village situé à environ 10 km de Diégonefla. 2 ans plus tard, nous retrouvons Abou. Cette fois, loin des routes dégradées. Il tient désormais sa propre boutique de proximité. Cette activité génératrice de revenus a été rendue possible grâce au ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Camara, touché par la bravoure de cet homme à mobilité réduite. Une véritable main tendue pour celui qui peinait autrefois à joindre les 2 bouts. Avant, j'ai fait des mois, mais sans attraper mes 5 000. Aujourd'hui, là, c'est pas la même chose. Je gagne un peu d'argent. Je vis aux besoins de ma femme et puis mes enfants. Je ne sais pas comment remercier le ministre, monsieur le ministre Adama Camara. Parce que mon rêve, c'était avoir une boutique. Et puis, avec mon handicap, pas me traîner encore sur la route. Mais Dieu a exaucé ma prière. Et Dieu a aussi exaucé sa prière de recouvrer pleinement la santé, car le pied gauche d'Abou
bien que déjà défectueux, était dans un état critique et nécessitait une intervention chirurgicale. Là également, il a pu compter sur l'aide du gouvernement. La douleur de mon pied était tellement intense, on ne pouvait pas expliquer. Tout mon pied m'était gâté. Le ministère m'a fait venir à Abidjan pour soigner mon pied malade. Pendant 6 mois, j'étais pris en charge. Je n'ai rien dépensé. Aujourd'hui, Abou se porte à merveille et parvient à gérer aisément son commerce. Juste à côté, sa compagne a elle aussi, avec un appui financier, développé ses activités de vente de produits vivriers et de tresse. L'aide du gouvernement a permis que nos vies changent. Et puis a permis aussi que je fais tout faire mes petits commerces, les matériels de tresse. En tout cas, aujourd'hui, j'arrive à soutenir mon mari financièrement. Dans son village, Abou est désormais un symbole de résilience et suscite l'admiration de la communauté. Vraiment, il a beaucoup lutté. Il s'est débrouillé de plusieurs manières. Ça me fait beaucoup plaisir le fait qu'aujourd'hui, il a une boutique. Il mérite l'aide qu'on lui a apportée. Il ne s'est pas laissé décourager par son handicap et je suis fière de le voir là où il est. Le message qu'il peut dire à tous les handicapés de la Côte d'Ivoire, donc avoir aussi la force de lutter, pour avoir le courage de chasser. Comme ça, lui qui a les moyens peut venir à leur aide, quoi. Le parcours d'Abou prouve que l'inclusion sociale n'est pas un slogan en Côte d'Ivoire, mais une réalité qui transforme des vies. Et le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale entend maintenir la dynamique. Que tous les handicapés de Côte d'Ivoire sachent que je suis là pour eux et que tout ce qu'on peut faire pour qu'ils connaissent le sort heureux d'Abou, on le fera. C'est l'objet de la mission que le président nous a confiée. En cette journée internationale des personnes en situation de handicap, l'histoire d'Abou rappelle que le handicap ne limite pas la valeur d'un homme. Il suffit parfois d'une main tendue, d'un geste de solidarité pour transformer un quotidien bouleversé en une trajectoire de dignité et de renaissance. On part à des milliers de kilomètres de la Côte d'Ivoire à Washington, où une délégation de 7 maires ivoiriens participe au programme international des visiteurs du département d'État américain. Ils ont été choisis parmi les 201 que compte la Côte d'Ivoire. C'est une immersion stratégique destinée à renforcer leurs compétences en gouvernance locale et à ouvrir de nouveaux partenariats pour leur commune. Ami Sissoko. À Washington, la capitale fédérale des États-Unis, 7 maires ivoiriens participent cette semaine au programme international des visiteurs, l'un des plus prestigieux programmes d'échange du gouvernement américain destiné aux leaders et décideurs du monde entier. Invités par le département d'État, les maires de Hara, Boundiali, Bonoa, Bondoukou, Ferké, Guibérois et Goïtafla vont prendre part à une série de rencontres consacrées à la gouvernance locale, à l'innovation urbaine et au développement communautaire. C'est une mission d'échange avec les autorités aux États-Unis, mais nous allons également apporter notre contribution, partager les expériences, afin qu'au sortir de cet échange, de cette mission, nous puissions tisser des partenariats avec des communes sœurs des États-Unis. Ces municipalités dont les budgets d'investissement ont fortement augmenté ces dernières années voient dans cette invitation une reconnaissance internationale des efforts engagés pour moderniser leur ville et améliorer la qualité de vie de leurs administrés. Nous savons qu'il y a une très forte demande en cornichons aux États-Unis. Les terres de Bonoa peuvent éventuellement proposer la culture des cornichons pour l'espace nord-américain. Donc c'est vraiment une opportunité que nous devons tous saisir. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, veut bien que nous passions maintenant à la mécanisation de l'agriculture, que nous passons à la transformation par l'industrialisation. Et nous sommes venus pour apprendre tout cela, pour voir comment nous pouvons nous mettre dans cette grande vision. Bondoukou pourra gagner assez. D'abord, vendre l'image de Bondoukou et aussi étaler l'ensemble des performances, à savoir parler de l'igname, parler également de l'anacade et les autres cultures vivrières. Depuis Washington, cette immersion ouvre de nouvelles perspectives
pour ces communes ivoiriennes, destinées à poursuivre leur dynamique de développement tout en s'inspirant des meilleures pratiques internationales. L'avenir de la jeunesse ouest-africaine au centre d'échanges entre jeunes et des responsables de la commission de l'UEMOA et de la CEDEAO. Pour ces institutions, il est temps de mettre en place des mécanismes ambitieux en faveur des jeunes. Nous sommes à la première édition de l'EcoFest, le festival ouest-africain des arts et de la culture au Sénégal. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Régis Kofi et Ulrich Adongon. L'heure est à la réflexion au Festival ouest-africain des arts et de la culture à Dakar. Une conférence inaugurale animée par le professeur Mamadou Fall autour du thème central « Que peut faire la culture face aux mutations et crises politiques en Afrique de l'Ouest ?» Il y a des conflits parce qu'il y a un déficit d'identité. Il y a un déficit de reconnaissance de ces identités communes. Il faut par la culture ramener ces identités communes dans notre pédagogie, dans nos épistémologies et même aussi dans nos politiques de développement. Cette conférence inaugurale a débouché sur un échange impliquant la jeunesse. La commission de l'UEMOA et celle de la CEDEAO se sont prononcées sur le thème « Chemin d'avenir avec les jeunes pour le développement, la paix et l'intégration ». Il va falloir qu'à notre niveau, que des politiques soient mises en place pour former cette jeunesse dans tous les compartiments de la culture, pour qu'ils en fassent des métiers. Il y a donc matière à espérer. Cependant, il faut passer à des actions courageuses dans certains secteurs, notamment l'éducation. Désormais, il nous faut une Afrique scientifique et rejoindre l'appel de Cheikh Anta Diop qui nous dit qu'il faut vous armer de sciences jusqu'aux dents. Donc la nouvelle génération doit être une génération de scientifiques. Les jeunes sont heureux d'apprendre que de telles institutions s'intéressent à leur avenir. J'ai cette grande opportunité de donner à cette jeunesse d'exprimer leurs problèmes durant cette conférence. Nous avons aussi des problèmes de l'emploi. La jeunesse, maintenant, elle est décomplexée. Cette jeunesse a compris et véritablement est vraiment très engagée pour participer aux activités, mais aussi à la mise en place des politiques publiques. Du côté de l'UEMOA, plusieurs offres sont mises en place, notamment des bourses d'études et bientôt un fonds pour booster l'industrie culturelle africaine, un fonds doté d'une enveloppe de 20 milliards de francs CFA. On regagne la terre des Burnis où l'éducation est à l'honneur dans le Folon, la localité de Manadoum située dans la sous-préfecture de Goulia, a vibré au rythme de l'excellence scolaire le mercredi 26 novembre dernier. L'association des cadres de Manadoum a organisé à l'école primaire publique une double cérémonie, distinction des meilleurs élèves et distribution des kits scolaires. Un événement que nous rapportent Denikouma, Yafolo de Zahana et Ange Kwasi. L'initiative de l'association des cadres de Manadoum a bénéficié du soutien de la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Grâce à cet apport, plus de 200 kits scolaires ont été distribués aux élèves méritants de Manadoum et des villages environnants, offrant ainsi un coup de pouce essentiel pour la poursuite de leur scolarité. Je remercie la première dame et le comité d'organisation pour tous ces cadeaux que nous avons reçus. Une journée qui vise à encourager les meilleurs résultats scolaires et de susciter l'esprit d'élite chez les jeunes élèves. Nous avons initié, leur donner le goût au travail, leur faire savoir qu'on peut recevoir quelque chose en retour quand on travaille bien. L'événement qui s'est déroulé en présence des populations locales, des autorités coutumières et éducatives avait pour thème le mérite moteur du développement local. La célébration de l'excellence a été perçue par tous comme un investissement promoteur dans l'avenir de Manadoum. Et cette nouvelle qui attriste le domaine de la culture, l'artiste Angelo Papa, de son vrai nom Guessant Ange Christophe, lead vocal du groupe Aboutou-Roots, s'est éteint ce mercredi dans une clinique de Yopougon. Malade depuis plusieurs mois, il laisse la musique Youssoumba orpheline, un rythme qui l'aura contribué à inscrire dans l'histoire musicale ivoirienne. Précurseur de ce genre devenu emblématique, il emporte une part de la mémoire sonore du littoral ivoirien. Originaire du village de Lozois, département de Grand-Lahou, il laisse derrière lui un héritage vibrant qui continuera à résonner dans les oreilles des mélomanes ivoiriens.
Et puis, hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, les combats se poursuivent ce mercredi 3 décembre dans la matinée dans la province du Sud Kivu. La situation reste extrêmement tendue dans plusieurs zones du territoire d'Uvira, Walungu et Kabare. Les affrontements impliquent l'AFC M23, l'armée congolaise, des groupes Wazalendo et selon les contextes locaux, des forces burundaises. Ce regain de violence intervient alors que ce jeudi, Félix Tshisekedi et Paul Kagame doivent signer à Washington un accord de paix en présence de Donald Trump. Et c'est la fin de ce journal. Merci infiniment d'être resté aussi tard pour nous suivre. Très bonne suite de programme sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.